considère que chaque femme doit librement disposer de son corps et de le couvrir. La liberté de le couvrir, de le découvrir, c'est une liberté qui est fondamentale. Et c'est vrai que moi j'étais assez choquée. J'étais assez choquée de voir des femmes exclues de l'accès à la scolarité en raison du port du foulard, parce que finalement, à conviction égale, dans les établissements primaires et secondaires, un garçon musulman ira à l'école, une fille musulmane voilée n'ira pas à l'école et n'aura pas accès à l'instruction, qui est un outil d'émancipation. Donc moi, effectivement, je suis sur une frange assez minoritaire du féminisme français qui consiste à considérer qu'on peut être féministe et voilée et qu'en tant que femme voilée, on ne doit pas se voir privée de droits. Une demi-heure dans la vie des idées. Aujourd'hui, nous recevons l'historienne Joanne Scott, figure du féminisme américain, professeure à l'Institut d'études avancées de Princeton. Influencée par Foucault, elle pratique ce qu'elle appelle une histoire du présent, des mouvements ouvriers ou mouvements d'émancipation des femmes. Chercheuse en Gender Studies, courant d'études très anglo-saxon, qui fait du genre une production sociale et une catégorie utile d'analyse historique. Elle a critiqué l'hystérie et l'instrumentalisation de cette discipline en France lors des débats sur la théorie du genre. Joanne Scott a notamment publié en français Théorie critique de l'histoire, un ouvrage paru en 2009, et de l'utilité du genre en 2012. Utile à questionner. Elle traite le genre comme une question ouverte qu'il faut, selon elle, apprendre à poser dans un contexte donné. À cheval entre les États-Unis et l'Hexagone, Joanne Scott publie aujourd'hui La politique du voile aux éditions Amsterdam. L'historienne y revient sur cette nouvelle laïcité développée en France dans les années 2000 et lève le voile sur les fantasmes qui alimentent notre représentation d'un autre, homogène et dangereux, et de ce fait perçu comme menaçant pour notre République une et indivisible. Joanne Scott, bonjour. Bonjour. À vos côtés, Nicolas Vieitz-Cazès, votre éditeur, qui vous soutiendra en cas de, oui. de déficience en français, ce qui n'arrivera pas parce que vous parlez extrêmement bien. Non, mais bienvenue à vous, Nicolas, bonjour. Il y a toujours la possibilité. En cas de faiblesse. The Politic of the Veil, la politique du voile, cet ouvrage est publié en 2007 aux États-Unis. Joanne Scott, pourquoi a-t-il fallu attendre 10 ans pour qu'il soit publié en France ? Ça, je sais pas. Il faut demander aux éditeurs. Vous leur avez posé la question? Vous l'avez envoyé? Oui. Au moment de la publication, l'explication était que il y a trop de livres sur le voile. C'était juste après la loi sur la voile, le foulard dans les écoles, la loi de 2004. Et il n'y a pas d'éditeur qui s'intéresse dans ce livre parce qu'il y en a, il y en a beaucoup. Moi, je pense j'ai fait une analyse différente que les autres, mais en même temps, c'était l'explication à l'époque. Et peut-être pour les éditeurs très à gauche, c'était pas assez gauchiste pour eux. Et pour ceux plus à droite, c'était peut-être trop il n'y a pas d'intérêt. Pas du tout. Publié en 2007 aux États-Unis, vous rédigez cet essai alors que la France s'interroge sur ses valeurs et sur la place de l'islam en France. On est 3 ans après la loi d'interdiction du foulard qui a suscité votre réflexion. En France, on insiste sur la nécessité de neutralité dans l'espace public à cette époque-là, d'absence de signes ostentatoires. On discute laïcité ouverte ou laïcité stricte. Les uns défendent un État garant de nos différences, les autres une conception de la République comme un tout homogène. On débat intégration ou assimilation. Ce sont les historiens Patrick Weil avec Le sens de la République contre Jean Bobéro avec Laïcité sans frontières. C'est Gilles Kepel aussi contre Olivier Roy, 2 islamologues radicalement opposés dans leur conception de la laïcité. À l'issue de ce débat très politique, à quoi va ressembler cette nouvelle laïcité, Joanne Scott ? Je crois que la nouvelle laïcité date de 2003, de le rapport de François Baron le ministre Raffarin, qui a demandé c'était après la réussite de Front National dans les élections. Et c'est pour comment trouver le moyen de captiver le vote de Front National. Et je crois que le rapport a fait le modèle, le blueprint, on dit en anglais, pour tout qui a suivi. En bref, je crois que la nouvelle laïcité, d'après le rapport, a changé la règle de neutralité de l'État en matière de religion imposée par la loi de 1905, a
transformé cette règle ou a converti cette règle en exigence de neutralité individuelle dans tout l'espace public. C'est maintenant, avant c'était l'État en face de la religion, maintenant c'est les individuels dans tout l'espace public, n'importe quel espace, l'école, les parcs, les métros, pas simplement les bureaux d'État comme le bureau de poste ou l'hôtel de ville, mais c'est tout l'espace public. Et cette nouvelle laïcité est... Enfin, c'était pas interdit dans tout l'espace public quand même, le voile dont vous parlez là à l'instant, oui. Sur cette loi. Sur la nouvelle loi dont vous parlez, il n'y avait pas d'interdiction hormis dans les lieux publics, mais pas dans l'espace public en général. Oui, c'est ça. C'est l'espace. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Bon, oui, c'est une bonne précision. Mais en même temps, donc c'est ça qui m'intéresse maintenant. Et je pense que le livre, La politique du voile, a commencé à expliquer pourquoi ces règles, cette transformation est passée. Voilà, redéfinition et interprétation extensive de la loi de 1905, écrivez-vous, avec ce rapport Barouin en 2003, puis la loi sur l'interdiction du voile en 2004. À l'origine, on est face à une neutralité institutionnelle de l'État et de ses services par rapport à la religion. Désormais, je vous cite, la neutralité est une nécessité pour tous les citoyens individuels dans l'espace public. Conséquence, pas d'inclusion des différences dans la représentation de la nation. L'universalisme français est défini en termes d'homogénéité visible du corps national. Il y a une double conception de la laïcité. Vous la rappelez dans cet ouvrage, Joanne Scott, La politique du voile, et Caroline Fourest, qui a rédigé un essai, Le génie de la laïcité, l'an passé, au sous-titre éloquent, La laïcité n'est pas un glaive mais un bouclier, chez Grasset, revient à son tour sur cette différence. Aux États-Unis, on a bâti une république pour finalement permettre l'indépendance d'une nation qui avait quand même été fondée par des gens persécutés pour leurs croyances, ou en tout cas qui voulaient vivre de façon pure, loin de l'église anglicane, de la maison mère, leurs croyances. En France, on a dû sauver la République de l'église catholique. Et ça donne des histoires complètement différentes et des interprétations et des rapports de force au regard de la séparation complètement différents. Parce qu'aux États-Unis, finalement, la laïcité est vécue comme un moyen de protéger la liberté religieuse et l'égalité entre les religions, alors qu'en France, la laïcité est plutôt un moyen de protéger la liberté et l'égalité des religions. Voilà, Joanne Scott, la différence de ces deux modèles selon Caroline Fourest, vous n'êtes pas d'accord ? Non, pas du tout. Je suis d'accord sur l'origine des idées différentes de laïcité aux États-Unis. C'est vrai ce qu'elle dit, c'est de protéger les religieuses qui avaient échappé d'en Europe de persécution, etc. Ici, c'était l'Église catholique qui est le grand danger pour la République. Mais je crois que ça, de dire ça, c'est de mal compris les rapports de force au présent maintenant, dans la situation maintenant. Maintenant, on parle d'une religion minoritaire, pas l'Église catholique avec le grand pouvoir de l'Église catholique. La religion minoritaire étant l'islam. L'islam ici et les gens qui origine de colonialisme, les gens qui étaient les sujets d'État de France pendant des années. Et il y a une grande différence de parler d'une laïcité maintenant. L'histoire de laïcité, de l'origine des idées de laïcité est différente que l'expérience maintenant de la laïcité et aussi de la nouvelle laïcité, comme Barouin l'a décrit en 2003. Néanmoins, Joanne Scott, dans cet essai, vous prenez plutôt le parti dans ce clivage qui s'est formé depuis les années 2000 pour le camp d'une laïcité ouverte, c'est-à-dire d'une laïcité qui respecterait nos différences. Est-ce qu'on va expliquer en quoi? Est-ce que vous ne craignez pas quand même de calquer le modèle américain de laïcité sur la France, c'est-à-dire deux visions différentes et aussi deux traditions différentes de la laïcité? Non, parce que dans le livre, on peut voir dans le livre, je cite
pas mal de Français non musulmans qui avaient critiqué la loi et qui avaient critiqué l'interprétation de laïcité comme Caroline Fourest l'a fait. C'est une interprétation ahistorique, une interprétation rigide. Moi, je préfère l'interprétation de Jean Bobbereau, qui parle de l'histoire de 1905, des idées plus démocrates que républicaines, de l'interprétation de. Mais est-ce que vous ne la préférez pas justement parce que cette interprétation se rapproche plus du modèle américain de laïcité? Moi, je pense que c'est pas bien de penser en termes de modèle. Je crois que c'est l'analyse des rapports de force dans une situation politique contemporaine qu'il faut analyser. Donc, je crois on peut m'accuser d'être multiculturaliste américaine, mais je crois que c'est pas le cas. Je suis étudiante de l'histoire de la France. J'ai pas mal étudié l'histoire française. Et je crois que même ici, on peut parler des inégalités, même de racisme contre les musulmans et d'une insistance sur une laïcité qui ne tolérait pas, qui est discriminatoire ou qui a été instrumentalisée pour un certain racisme. Antoine Mercier. Oui, alors justement, il y a deux choses. Il y a l'aspect historique, parce que vous nous dites que la laïcité nouvelle de François Baroin, oui. Elle est quand même ancrée aussi sur une conception révolutionnaire du citoyen qui n'a pas d'attribut particulier sur le plan religieux. Donc on ne peut pas dire que ce soit non plus une création moderne, cette idée de laïcité fermée, on va dire, qui souhaite que l'État conserve ce privilège de la laïcité. Et d'autre part, vous dites donc que maintenant, historiquement, à ce moment-là où nous en sommes, au point où nous en sommes, il y a la nécessité, un rapport de force qui se crée, comme si c'était une question politique. Alors expliquez-nous pourquoi, quels sont les rouages de cette volonté politique de faire de cette politique du voile un instrument pour autre chose. Et pourquoi? Je crois que il y a c'est pas simple. Il n'y a pas une réponse simple à donner, mais je crois que d'abord c'est un moyen de distraire les gens, la public, des problèmes de la France. D'abord, il y a des inégalités hommes-femmes en France, économiques, politiques, sociales, etc., qui sont voilés, si vous voulez, par l'attention aux musulmanes et par l'attention surtout aux femmes musulmanes qui n'ont pas la liberté sexuelle, par exemple. Toute la question est une question des libertés sexuelles et on ne pense pas à la discrimination économique, politique, etc., contre les musulmans. Donc, c'est une moyen de distraire d'abord les Français des problèmes de la France, des problèmes d'inégalité en France, et aussi de changer l'optique, de changer la discussion des problèmes de discrimination contre les musulmans, de make them responsible, de les rendre responsables pour leurs problèmes. Donc c'est eux, c'est pas nous qui l'avaient fait leurs problèmes de discrimination, d'exclusion économique, sociale, etc. C'est le fameux eux et nous qui renvoie à la question aussi de l'assimilation ou de l'intégration, en tout cas faire deux communautés et comme hiérarchiser en fait les populations. Au cœur de ces polémiques, Joanne Scott, une question reste centrale selon vous, véritable cas de conscience. Comment concilier une population de plus en plus multiculturelle avec un universalisme républicain réticent aux particularismes sociaux et culturels? Question toujours d'actualité, ce qui explique aussi que
que ce livre écrit en 2007 reste pertinent, votre analyse, en tout cas aujourd'hui, peut-être même d'autant plus puisqu'on est aujourd'hui après les attentats de 2015, après la vague migratoire qui a touché, concerné l'Europe ces 2 dernières années et qui est importante et qui remettent ces questions au goût du jour. Vous dites qu'il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup de résurgences qui alimentent aujourd'hui nos représentations de l'autre. Quelles sont-elles? Quels sont-ils? Les fantasmes. C'est l'idée que les musulmans sont tous terroristes. Si le voile couvre pas simplement le corps, mais des secrets de ce groupe, que il y a un danger qui porte l'autre contre nous, qui est inexplicable, qui est difficile à comprendre. Aussi, c'est l'idée qu'il y a la possibilité d'être une nation une et indivisible, homogène, sans différence, tandis qu'il y a des grandes différences dans la population. C'était pas simplement noir et blanc, musulmans français de souche. Mais la question, je pense, c'est la question de intégration, mais de vivre ensemble avec nos différences. Et ça, c'est une question très difficile. Et maintenant, je crois que le moment politique est contre ça. Le populisme de droite autoritaire compte sur la possibilité de diviser les gens autour de leurs différences, autour les fantasmes d'autres qui prennent les gens pour aimer les autres, pour militer contre les autres. Il y a quand même un point que sur lequel je voudrais revenir avec vous, qu'on vous pose souvent, c'est l'articulation, j'avais dit, pour faire rapidement, entre islam et féminisme. Parce que, certes, ce que vous dites, on peut être d'accord avec ce que vous dites, on peut aussi penser que, disons que l'islam, dans sa pratique rigoriste, n'est pas particulièrement, peut-être, pas de vertu particulièrement féministe. Mais en même temps, je crois qu'il y a pas mal des féministes musulmanes. Et par exemple, on peut prendre par exemple où le groupe Lalab, où il y avait un livre qui est sorti l'année dernière au moment de l'affaire Laurence Rossignol, quand Rossignol disait que quand Rossignol comparait les femmes voilées aux esclaves nègres des États-Unis. Et il y avait une riposte de jeunes femmes musulmanes françaises recueillies dans ce livre Voile et préjugés. Et ce sont des jeunes femmes actives issues de l'immigration et qui sont le produit du système d'enseignement français. Donc, elles sont des vrais produits du système d'enseignement universitaire français. Et elle cite toujours, même la loi sur la laïcité, la loi de 1905, elle cite Rousseau, Jean Locke, des grands philosophes de la laïcité en disant, nous sommes des féministes, nous avons le choix, nous avons choisi de porter le voile, et nous sommes des femmes autonomes, et il faut... Et donc vous les croyez, ces femmes-là, quand elles disent ça? Oui. Non. Oui, j'ai fait leur connaissance, j'étais impressionnée. Quand j'étais ici en janvier dernier, j'étais impressionnée par elles. Elles ont une intelligence, une moyen de parler. Elles ne se prennent pas comme victimes, par exemple. Elles parlent comme des vraies Françaises. Mais avec une différence, la différence de leur religion. Et vous auriez jusqu'à dire qu'il y a une dimension féministe en portant le voile aussi, c'est-à-dire une manière de se soustraire au regard, peut-être? Non, je le pense, un sens de empowerment, je sais pas le mot en anglais, on dit empowerment. On a le sens de soi, une confiance en soi, qui est impressionnant. Et
quand on fait leur connaissance, elles ne sont pas simplement des femmes bien éduquées, mais du point de vue politique, elles sont, c'est très fin ce qu'elles écrit. Alors, il y en a d'autres qui reprochent justement à des associations comme la LAB que vous évoquiez, qui est une association féministe musulmane, de banaliser le port du voile d'une certaine manière. Et ce serait aujourd'hui un faux combat, ou en tout cas un combat qui ne porterait pas bénéfice, qui ne serait pas porterait pas bénéfice pour les femmes. Qu'est-ce que vous voulez dire par banaliser? Ça, je comprends pas. D'être en défense du voile pour les femmes musulmanes aujourd'hui ici en France, et du coup de cautionner le port du voile ou de le banaliser. C'est ce que certains reprochent à cette association dans son discours, à la fois religieux et féministe. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre combat que le voile en fait pour les femmes musulmanes aussi aujourd'hui? Je suis insusûre, mais comme je suis pas femme musulmane, je peux pas répondre. Moi, je respecte leur essai. Je respecte le fait que elles ont créé une politique intéressante, une politique. Les féministes ne sont pas un groupe homogène, même les féministes françaises. Moi, il y avait un moment où j'étais en discu, c'est trop facile, et trop. Conflit. Oui, un grand conflit avec, par exemple, Irène Théry et Mona Ozouf sur la question quelle est une féministe. Et moi, je pense qu'il y a des grandes divisions parmi les féministes, n'importe où, musulmanes, laïques, etc. C'est quoi la division? La division, c'est entre qui écrit. C'est la question de, avec Ozouf et Habib et moi, c'était la question de séduction et c'était la question de si la séduction, si les rapports hommes-femmes ici, c'était autour de l'affaire DSK, Dominique Strauss-Kahn. Et moi, j'ai dit que la séduction, c'était pas féministe. C'était un moyen de subordonner les femmes. Et Habib a écrit ce livre, Le consentement amoureux, dans lequel elle parle de la nécessité pour les femmes de trouver le pouvoir en consentant à la séduction, par exemple. Et donc, je pense qu'il y a une position féministe, peut-être, qui peut accepter l'idée que la séduction est un trait de l'identité française. Mais ça, c'est intéressant parce que du féminisme au sexisme, Joanne Scott, vous estimez que la France est une société de la séduction et que cette séduction produit de l'inégalité et que le voile a rouvert cette question et nous pousse à nous interroger sur les fondements de cet égalitarisme à la française. En quoi ? Moi, je pense qu'il y a aussi égalité, c'est un mot difficile à il y a des définitions multiples de mots égalité. Et je crois que actuellement, quand on parle d'égalité, on parle plutôt de l'égalité sexuelle, de la possibilité de coucher avec n'importe qui dans mariage, autre mariage gay, hétérosexuel, homosexuel, etc. Ce que les gens décrivent comme la sexuelle démocratique, la sexualité démocrate, sexual democracy, la démocratie sexuelle. Et c'est intéressant comme idée, mais je crois que c'est pas une idée d'égalité universelle. Il y a d'autres moyens de définir l'égalité, par exemple l'égalité économique ou politique ou sociale. L'égalité sexuelle, c'est une idée importante pour l'Ouest, pour les gens de l'Ouest, mais peut-être pas pour des autres dans l'Est. Donc, je crois que il faut penser la différence. Il faut accepter l'idée qu'il y a des
des rapports multiples ou des idées multiples pour penser l'égalité des sexes. L'historienne américaine Joanne Scott est notre invitée jusqu'à 13h30 pour La politique du voile, ouvrage écrit en 2007 et enfin traduit et publié aux éditions Amsterdam. France Culture, il est 13h20. France Culture. La grande table. Olivia Gesbert. La politique du voile qui a fait couler beaucoup d'encre déjà en France, suscité de grands débats, des grandes controverses. Dans un ouvrage paru en début d'année, Un racisme imaginaire, la querelle de l'islamophobie chez Grasset, l'essayiste Pascal Bruckner revenait sur l'islamophobie, concept fourre-tout selon lui et infamant, qui empêche notamment tout dialogue sur le voile et sur l'islam. On met sous le terme d'islamophobie toutes sortes de choses, par exemple les 2 lois sur le voile islamique votées en 2004 et en 2010 en France, par exemple comme le fait le comité contre l'islamophobie en France, les perquisitions effectuées chez un certain nombre de particuliers après les attentats. Donc on voit que son spectre est tellement large que finalement, on a l'impression qu'il noie le poisson et que son véritable objectif, c'est au fond de rendre impossible le moindre examen de la religion islamique au moment même où de très nombreux penseurs musulmans en France, au Maghreb, au Moyen-Orient ou aux États-Unis voudraient susciter une réforme de l'islam. Mais justement, ce mot est comme un poids qui pèse sur les consciences, qui a comme fonction de nous clore la bouche. L'islamophobie et le racisme sont un peu les sous-textes de la polémique du foulard, dites-vous, Joanne Scott, mais la laïcité en est la justification explicite. Alors j'imagine que vous n'allez pas être d'accord avec Pascal Bruckner, non. Mais est-ce que derrière ces mots, on ne s'empêche pas de poser les vraies questions aussi ? Non, moi je crois que l'islamophobie, c'est un mot qui exprime très bien le racisme des lois qu'il a mentionnées. Et contre lui, je pense que il est vraiment possible de penser la réforme de l'islam, comme les jeunes femmes sont en train de le faire. Et de penser les variétés de l'islam. Il n'y a pas un islam. C'est un groupe d'interprétation. C'est une religion qui est instrumentalisée de temps en temps par des politiques, mais c'est pas la même chose. Le terrorisme, c'est pas l'islam. Donc, je pense que de parler de l'islamophobie, c'est un moyen de décrire un problème qui n'a pas du tout avec la possibilité de penser islam dans ses expressions différentes, dans ses manifestations différentes, et de choisir entre les différentes manifestations et d'approuver de some et n'approuver pas des autres. Donc c'est pas. Non, je suis pas d'accord avec lui. Je pense c'est un moyen de refuser l'idée qu'il y a un aspect discriminatoire, raciste dans les lois et le discours sur l'islam. Mais vous allez même plus loin, Joanne Scott, puisque vous reprochez aussi aux détracteurs du voile de vouloir préserver la supériorité intemporelle de la civilisation française dans un monde en transformation. Et oui. Ça, c'est vrai que ce monde change énormément et en permanence. Mais est-ce que chaque société aujourd'hui ne tente pas de préserver son héritage culturel, son identité, comme on dit ? Oui, mais la question est comment. D'abord, c'est quelle est cette histoire et cette tradition. Et je crois que si on fait une histoire différente, on peut voir que l'histoire de la France, c'est pas l'histoire d'une nation une et indivisible. Ça c'est l'idéologie de le nationalisme.
Donc si on réécrit l'histoire de la France, de la nation, comme l'histoire des gens différents qui sont liés pour des fins politiques, républicains, démocrates, ça sera une histoire qui peut accepter l'idée qu'il y a une autre tradition à honorer. Mais cette acceptation de l'autre tradition à honorer, n'est-ce pas aussi une manière de se placer en supériorité par rapport aux autres qui, eux, n'auraient pas ce recul sur eux-mêmes? Oui, peut-être, mais ça, je préfère cette moyen de supériorité que la supériorité homogène qui insiste sur l'homogénéité, sur l'homogénéité des gens blancs, l'idée de français de souche, etc., qui va. Je préfère cette supériorité qui accepte l'idée qu'il y a des grandes différences. Et on a trouvé le moyen de vivre ensemble. Sur le rôle de l'État, Joanne Scott, et on terminera là-dessus, où en est-on aujourd'hui à l'école face à la récurrence des débats? Jean-Michel Blanquer, le nouveau ministre de l'Éducation, envisageait il y a 10 jours dans l'Express de créer une cellule laïcité au sein du ministère de l'Éducation nationale. Est-ce que ce type de structure peut aller dans le bon sens? Lui dit que ça aidera à assurer une cohérence et une harmonisation des pratiques. Qu'en pensez-vous, Joanne Scott? Ça dépend de ce qu'il est enseigné dans ce cadre. En général, ce qui est décidé dans cette cellule. Oui, c'est ça. Et moi, je me méfie des choses comme ça, laïcité comme une cellule laïcité. Oui, une cellule de laïcité. Ça, je vous sens un petit peu réticente. Moi, oui, je suis très réticente. Mais le ministre des Cultes aujourd'hui, c'est pas Jean-Michel Blanquer, c'est Gérard Collomb qui lui entend promouvoir une laïcité de liberté. Là encore, on en revient au mot laïcité de liberté, laïcité de combat, laïcité ouverte, laïcité fermée, pour que chacun puisse exercer, dit-il, sa religion dans le respect des lois, de l'ordre public et des valeurs de la République. Si chacun doit pouvoir en France croire ou ne pas croire et pratiquer la religion de son choix, nous combattrons contre tous ceux qui, en invoquant la religion, appellent à la haine et cherchent à semer la discorde. Les discours n'ont pas tellement évolué, finalement, depuis cette période que vous avez étudiée. Hein. Et c'est pour ça que je crois que l'idée de traduire le livre maintenant, c'est une très bonne idée. Je suis sûre que Nicolas est d'accord. Nicolas Veillescaz, votre éditeur, qui était donc à vos côtés pour vous aider en termes de traduction, si besoin, et il y en a eu très peu besoin, comme prévu. Merci mille fois à vous, Joanne Scott. La politique du voile, un livre édité donc aux éditions Amsterdam. Merci à vous d'être passé par nos studios. Un grand merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table.